Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2277 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 21 avril avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est le jeune Xavi Simons, l'ancien joueur du Barça, du PSG, joueur actuel du PSV. Il fête aujourd'hui seulement ses 20 ans, le jeune néerlandais. Bon anniversaire à lui. Et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Oyarzabal, le joueur de la Real Sociedad. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. En ce 21 avril, Isco, actuellement sans club, Isco, l'ancien joueur du Real Madrid, fête aujourd'hui ses 31 ans, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On va parler maintenant de la Coupe d'Europe et on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir jeudi et on commence tout d'abord avec le dernier représentant français en Coupe d'Europe, c'était l'équipe de Nice. Nice hier recevait l'équipe de Bâle au match aller, il y avait 2 partout et au match retour, Bâle s'impose 2-1 contre l'équipe de Nice. Ce qui veut dire que Nice, les gars, est éliminé de cette Europa Conference, les gars. Quelle désillusion pour les Niçois. Pourtant, Nice a mené quand même 1-0 jusqu'à la 86e minute de jeu. Il restait à peine 5 minutes de jeu. Et voilà, Nice était très proche d'une demi-finale historique pour eux en Coupe d'Europe. Et non, les gars, Augustin a égalisé à la 86e minute, du coup, prolongation. Et à la 98e minute, Adams, les gars, un but de la tête. Le défenseur suisse a permis à son équipe de mener 2-1 et après de gagner cette rencontre 2-1. Donc, de gros regrets pour l'équipe de Nice parce qu'il y avait la place bien sûr d'aller dans le dernier carré de cette compétition. Donc les stats, plus de possession côté niçois, plus de tirs, seulement 18 tirs, 3 tirs cadrés seulement. Il y a quand même 15 frappes hors cadre, c'est pas possible. Trop d'imprécision côté Nice. Côté Bâle, les gars, donc c'est 11 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, félicitations à l'équipe suisse et grosse désillusion bien sûr pour l'OGC Nice qui est éliminé de la conférence, les gars. Pour moi, ils avaient vraiment l'opportunité d'aller très très loin, pourquoi pas de gagner cette compétition. Et voilà, ils échouent dès les quarts de finale, c'est une grosse désillusion. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. L'Europe s'arrête à Nice, donc après avoir rapidement ouvert le score au bout de 10 minutes de jeu grâce à Gaëtan Laborde. Donc les Niçois ont été piteusement éliminés par Bâle, la faillite de l'ultime club de Ligue 1. Encore en lice symbolise la saison calamiteuse des équipes françaises sur la scène européenne. On parlera tout à l'heure, bien sûr. C'est quoi l'impact avec cette défaite de Nice par rapport à la Ligue 1, on en reparlera bien sûr de tout ça tout à l'heure parce que c'est une catastrophe tout simplement. Bref, on revient les gars sur le match hier et sur Nice. Donc les hommes de Didier Digard n'ont plus gagné depuis plus d'un mois. Donc voilà, Bâle, Brest, Angers c'est défaite et Bâle, match aller. Angers et Lorient c'est match nul. Donc voilà, ça fait plus d'un mois que l'équipe de Nice n'a pas gagné et ça bien sûr c'est une catastrophe pour cette équipe. Et Gaëtan Laborde, le buteur à la 10e minute de jeu, il a dit on peut avoir des regrets, on fait un super début de match puis on part dans un faux rythme. On est déçu pour nos supporters, ça aurait dû être une belle fête pour tout le monde, mais malheureusement c'est une belle fête surtout pour l'équipe suisse et non pour l'équipe niçoise. Et Mikel Landreau, les gars, réagit à l'élimination de Nice. Il a dit une chose que je trouve catastrophique, c'est le stade insensible à la fin du match alors qu'il y a prolongation. Tu peux écrire l'histoire du club, on sent qu'il n'y a pas d'âme, pas d'unité du côté de Nice. Voilà le constat de Mikel Landreau à la fin de cette rencontre. Et les top et flop, les gars, de Nice, Bâle, donc Pépé méconnaissable, ce joueur, cet ancien Lillois, cet ancien joueur des Gunners, une note de 2 les gars, match catastrophique de sa part, il a quasiment rien pesé hier contre cette équipe de Bâle. Et Augustin qui a égalisé à la 86e minute, une note de 7, il sonne la révolte, l'ancien joueur du PSG, joue au PSG avant, le joueur Augustin. Et du coup, côté Bâle, donc qualification, vraiment un très gros coup réalisé par cette équipe et le but victorieux, le but du 2-1, voilà, c'est le défenseur, le numéro 15 de cette équipe de Bâle, Adams, les gars, qui marque un magnifique but de la tête. Ça fait poteau rentrant, vraiment, après ils ont un maximum de réussite, mais la provoque cette réussite bien sûr, et voilà, ça fait 2-1 pour eux. Et pour finir sur ce Nice-Bâle, les gars, donc 7 blessés dans un fight, donc en gros dans une bagarre entre supporters de Nice et du FC Bâle avant le match. Donc voilà, ce qui s'est passé avant le match, pendant le match avec la défaite, donc ça a été une triste journée, on va dire, pour l'équipe de l'OGC Nice hier. Donc l'équipe qui affrontera l'équipe de Bâle, c'est bien l'équipe de la Fiorentina. Pourtant la Fiorentina s'est inclinée 3-2 sur sa pelouse. Poznan, les gars, cette équipe polonaise, au match aller, il y avait eu 4-1 pour l'équipe de la Fiorentina en Pologne. Mais pour ce match retour, Poznan, les gars, menait quand même 3-0 dans le match. Voilà, incroyable. Ils allaient réussir ce comeback, on peut dire. Mais bon, Sotil et Castrovilli, en fin de match, ils ont permis à la Fiorentina de marquer 2 buts. Malgré la défaite, ils sont quand même qualifiés. Un score cumulé, ça fait 6-4 pour la Fiorentina qui se qualifie
qualifie pour la suite de la compétition. Donc Poznan voilà, était très proche bien sûr de faire un magnifique retour, mais ça n'a pas suffi. On va parler des autres matchs aussi en Europa Conference League. Hazel Alkmaar, cette équipe néerlandaise contre l'équipe de Anderlecht, et c'est Hazel Alkmaar. Donc au match il y avait 2-0 pour Anderlecht, donc au match retour 2-0, du coup score parfait, du coup prolongation, pas d'autre but, et du coup penalty, et les penalty c'est l'équipe néerlandaise qui a été bien meilleure que l'équipe belge avec 4 tirs au but marqués, alors que l'équipe belge sur 3 penalties ils en ont loupé 2 et un qui est marqué. Donc du coup c'est Hazel Alkmaar les gars qui se qualifie pour la suite avec une victoire du coup 3-0, si on rajoute le but on va dire lors de la séance des tirs au but. Donc voilà les stats de la partie, et Hazel Alkmaar, ça c'est pas du tout une bonne nouvelle les gars pour l'indice UEFA français, que cette équipe néerlandaise se qualifie pour la suite de la compétition. On en parlera bien sûr tout à l'heure. On va parler aussi du dernier match en Europa Conference League, c'est West Ham contre l'équipe de la Gantoise, et là aussi l'équipe belge échoue, une défaite 4-1, score cumulé 5-2 pour l'équipe de West Ham. À noter les gars que au match il y a eu un partout, et à la mi-temps il y avait un partout lors de ce match retour, et en l'espace de 8 minutes les gars l'équipe de West Ham, donc on peut voir là les stats, en l'espace de 8 minutes, 55e, 58e et 63e minute, ça ils ont plié le match les gars, 2-1, 3-1, 4-1, puis voilà ils ont marqué 3 buts en 8 minutes, après le score n'a plus bougé, et du coup c'est bien West Ham qui se qualifie. Et voilà cette équipe c'est un peu les montagnes russes, cette équipe de West Ham les gars, le paradoxe de West Ham cette saison, donc 15e de première ligue, voilà, ils jouent le maintien à 4 points de la zone de relégation. Donc attention, c'est même pas sûr qu'ils restent en première ligue la saison prochaine, mais ils sont qualifiés en demi-finale d'Europa Conference League, cette équipe où joue par exemple le joueur Declan Rice. Du coup, les 4 résultats de ces quarts de finale retour de l'Europa Conference League avec la victoire de Leznan Poznan, donc West Ham aussi victorieux, Bâle et l'équipe de Hazel Alkmaar. Donc voilà, les qualifiés, juste Poznan les gars, c'est bien la Fiorentina qui est qualifiée malgré qu'ils ont perdu. Donc les 4 joueurs nommés meilleurs joueurs de la semaine dans cette compétition, il y a Plavlidis, donc un joueur de Alkmaar, Antonio, un joueur de West Ham, Augustin qui a égalisé contre l'équipe de Nice hier, et Karlstrom, un joueur de Poznan. Voilà, c'est compliqué à dire leur équipe. Donc voilà les gars, les 4 joueurs, un sera bien sûr l'heureux élu par rapport au titre du meilleur joueur de la semaine en Europa Conference League, et les affiches. Donc ça sera la Fiorentina contre Bâle et West Ham contre Hazel Alkmaar pour bien sûr les 2 demi-finales de cette Coupe d'Europe. On va parler cette fois-ci de l'Europa League, et on commence avec ce match entre Séville et l'équipe de Manchester United. Donc au match aller 2 partout, au match retour 3-0 pour l'équipe de Séville qui a survolé cette rencontre. Donc Youssef En-Nesyri doublé, et Badé les gars, ancien défenseur de Rennes, ancien défenseur aussi de Nottingham Forest, il jouait très peu, donc du coup il est parti à Séville, il a été buteur, voilà, défenseur français, donc du coup ça fait une victoire 3-0 comme du FC Séville sur Manchester United. Les stats de la partie, donc 20 tirs pour FC Séville, 6 tirs cadrés, 3 buts. L'équipe de Manchester United c'est 16 tirs, ils ont beaucoup tenté, mais voilà seulement 3 tirs cadrés, aucun but, donc victoire logique et méritée du FC Séville, et félicitations à cette équipe de Séville qui se qualifie pour le dernier carré de l'Europa League. Et vous savez, quand on parle de l'Europa League, moi dès qu'il y a un club qui me vient direct à l'esprit, c'est bien cette équipe de Séville les gars. Cette équipe est littéralement programmée pour l'Europa League. Voilà, le Real par exemple sont programmés pour gagner la Ligue des Champions. Eux, ils sont programmés pour gagner cette Europa League. Ils l'ont gagné en 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2020. Ils l'ont remporté quand même 4 fois là sur les 10 dernières années. C'est énorme, mais peut-être une 5e fois les gars, parce qu'ils sont quand même en demi-finale. Cette équipe du FC Séville, 13e de Liga. Les Andalous vont encore trouver leur bonheur en Coupe d'Europe, peut-être, voilà, parce qu'ils sont quand même dans le dernier carré de cette compétition. Ils auraient même pu gagner le match 4-0. Ils ont marqué un but, les gars. Ça s'est joué une question de millimètres que le but n'a pas été validé. Voilà, pour un hors-jeu du 19, je crois que c'est hors-jeu d'Ocampos. Voilà, bon, après, voilà, c'est genre une question de millimètres. Sinon, ça aurait pu faire 4-0 hier pour l'équipe de Séville. On va parler du double buteur. Youssef En-Nesyri, l'attaquant marocain, devient le premier joueur marocain de l'histoire à inscrire un doublé dans un quart de finale de Coupe d'Europe. Félicitations à Youssef En-Nesyri. Donc après, il marque 2 buts sur 2 grosses boulettes des deux là. Donc, légendez cette photo. Donc, voilà. David Derrea et Harry Maguire. C'est vrai qu'à chaque fois, il était là où il fallait, bien sûr. Ils font des boulettes, les joueurs de Manchester. Il est là pour récupérer le ballon. Donc tout d'abord, Harry Maguire, comme souvent, contre Séville en Europa League. Donc déjà, buteur contre son camp au match aller. Souvenez-vous, en toute fin de match, il marque un but contre son camp de la tête. N'oubliez pas qu'au match aller, les gars, l'équipe de Manchester United, il y a eu 2 partout. United a marqué 2 buts contre son camp pour les 2 buts de Séville, dont un but de Harry Maguire. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et hier, les gars, donc voilà, il se trouve totalement, il veut dégager le ballon. Il est tout seul
seul devant la surface, puis ça fait contre, puis ça fait but juste après de Youssef En-Nesyri. Donc voilà, comme souvent bien sûr Harry Maguire n'a pas été bon. Et regardez cette photo, hein, Harry Maguire qui regarde Upamecano, hein, qui a floppé, hein, on sait, du côté du Bayern. En gros il prend des notes, hein, sur le match d'Upamecano contre City, puis il a fait la même chose Maguire cette fois-ci contre l'équipe de Séville. L'autre boulette, c'est bien David De Gea, Maguire et puis David De Gea qui sort, et je sais pas ce qu'il fait. En gros il essaie de dégager le ballon, il se foire totalement et il donne le ballon à Youssef En-Nesyri aussi qui est juste à côté de lui, il attendait rien, le joueur marocain, et du coup il tire, il n'y a personne dans le but et ça fait 3-0. Donc deux énormes boulettes, hein, bien sûr, du gardien et du défenseur de Manchester United, hein. Tiens, une petite photo de l'équipe, hein, il y en a moins 3, tête basse, on peut dire, tiens, Martial, Lindelof ou même David De Gea, le gardien. Voilà, c'était un petit peu un match des fois avec des cafouillages, hein. Le score va être beaucoup plus lourd, hein, pour cette équipe de Séville. Donc là il n'y a pas eu but, mais bon, ça s'est joué une question de chance, hein, parce que voilà, regardez, le ballon il n'était même pas à 1 mètre de la ligne des buts. Donc l'équipe de Manchester n'a jamais battu comme l'équipe du FC Séville, hein. 5 matchs, 2 nuls et 3 défaites. Voilà, ils ont perdu hier, ils avaient fait match nul au match aller. La dernière fois qu'ils avaient joué, c'était en 2000, je sais plus quelle année, il y a 3-4 ans, c'était une finale, hein, une finale de l'Europa League où Séville s'était imposé contre Manchester United. Donc voilà, Manchester n'a jamais réussi à battre l'équipe du FC Séville. Et du coup, Manchester, ils ont quand même remporté cette saison la Carabao Cup, hein, la Coupe de la Ligue anglaise, mais cette compétition de l'Europa League, hein, qui était aussi l'objectif du club, ne sera pas remportée par cette équipe de Manchester. On continue avec les autres rencontres. Le Sporting contre la Juventus Turin, et score final 1-1 au match aller, il y avait eu 1-0 pour la Juventus. Donc Edouard et Rabiot, les gars, Rabiot buteur, hein, côté Juventus Turin. Du coup ça fait les affaires de la Juventus Turin avec leur victoire au match aller. Le match nul au match retour, c'est la Juve qui se qualifie pour la suite de la compétition. Donc une Juve efficace, 8 tirs, une frappe cadrée, un but de celui d'Adrien Rabiot, et la Juve se qualifie pour le dernier carré. Et pour revenir les gars sur Rabiot, encore buteur, il nous fait une saison énorme. N'oubliez pas que c'est un joueur qui joue au milieu de terrain, et c'est le meilleur buteur de la Juventus cette saison. Alors qu'il joue au milieu de terrain, il a marqué quand même 11 buts, hein, toutes compétitions confondues. Donc je crois qu'il a plus de 8 buts, je crois, en Serie A, hein, c'est énorme. Et le reste dans les autres compétitions, ça monte son total à 11 buts cette saison pour Adrien Rabiot. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, hein, pas sûr qu'il soit encore un joueur de la Juventus la saison prochaine. Et l'Italie, les gars, la bête noire du football portugais cette saison. 4 clubs portugais ont été éliminés par 4 clubs italiens cette saison. Tiens, la preuve, par exemple, ce duel hier entre la Juve et le Sporting. La Juve, club italien, a battu et éliminé le club portugais, comme ça a été le cas avec l'Inter contre le Benfica, comme c'était le cas aussi dans 2 autres rencontres. L'AS Roma, les gars, contre le Feyenoord de Rotterdam. Donc l'AS Roma, ils avaient perdu 1-0 au match aller, l'AS Roma, mais ils ont réussi à faire le comeback, on peut dire, hein, pour ce match retour. Donc du coup ça fait une victoire 4-1, score cumulé avec des prolongations au bout, hein, parce que il y avait un partout, et du coup Dybala, les gars, donc un partout. Et vu qu'il y a eu 1-0 pour Feyenoord au match aller, du coup c'était le Feyenoord qui était qualifié. Et Dybala à la 89e minute, il marque ce but du 2-1. Du coup ça fait score parfait, hein, plus 1 pour les deux équipes au goal average. Et du coup prolongation. Et du coup El Shaarawy et Pellegrini ont été buteurs en prolongation. Du coup ça fait une victoire 4-1 de l'équipe de l'AS Roma. Donc voilà, efficace l'AS Roma, 34 tirs, hein, 34 tirs pour l'AS Roma, c'est énorme, hein, 12 tirs cadrés, 4 buts inscrits par l'équipe dont l'entraîneur est José Mourinho. Donc qualifier cette équipe de l'AS Roma, l'AS Roma peut remercier Dybala avec ce but à la 89e minute qui permet à son équipe d'aller en prolongation. Et l'AS Roma en Europe, sous les ordres de José Mourinho, donc l'année dernière, il remporte l'Europa Conference League et cette année qualifié en demi-finale de l'Europa League. Donc c'est pas mal, hein, cette équipe de l'AS Roma. Union Saint-Gilloise, les gars, contre l'équipe du Bayer Leverkusen, et c'est Leverkusen qui s'impose 4-1 dans cette rencontre, hein. A noter que Diaby a été buteur au bout de 2 minutes de jeu. Il y avait déjà 1-0 pour l'équipe du Bayer Leverkusen au match aller, je crois qu'il y a eu un partout. Donc là-bas, grosse victoire du Bayer Leverkusen qui se qualifie. On peut voir les stats de la partie, hein. 7 tirs cadrés pour Leverkusen, 4 buts, hein, très efficace. Les attaquants de Leverkusen et même les défenseurs, parce que Frimpong, les gars, on peut voir le 3e buteur à la 60e minute de jeu, donc la qualification du Bayer, hein. Et Frimpong, les gars, qui est latéral, hein. Donc cette saison, toute compétition confondue, il a 9 buts et 9 passes D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est un défenseur droit. 9 buts, 9 passes D en tant que défenseur droit. Énorme saison. Et hier, il a de nouveau été buteur, hein. Le défenseur, Frimpong, je crois que c'est un défenseur néerlandais, si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr. Bon, bref, voilà, il a été buteur et c'est bien ça le plus important. Et le Bayer Leverkusen accède pour la première fois de son histoire aux demi-finales de l'Europa League, hein. Merci Xabi Alonso pour les travaux, hein, aussi. Lui aussi fait du gros taf, hein. Xabi
Xabi Alonso, hein, du côté du banc, hein, tout simplement du Bayer Leverkusen. Du coup, les 4 résultats. Donc, on va parler bien sûr des 4 résultats. On peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine. Donc, Youssef En-Nesyri avec son doublé, Ozlek avec Leverkusen qui a été buteur, Matic ou même Rabiot. Bon, je pense que ça sera certainement En-Nesyri avec son doublé, ça sera certainement lui l'heureux élu. Et du coup, le tableau final, on peut dire, hein, de cette Europa League, hein, avec la Juve contre l'équipe de Séville et l'AS Roma contre Leverkusen. Donc voilà, ça peut faire une finale 100% italienne, hein, ça peut faire un Juve AS Roma en finale, ça peut faire Séville, hein, bien sûr, qui va souvent en finale contre l'AS Roma, j'en sais rien. Voilà les deux demi-finales de cette Europa League. Et concernant l'affiche AS Roma Leverkusen, hein, José Mourinho et Xabi Alonso sont les deux en demi-finale d'Europa League. Donc avant, Mourinho c'était le coach tout simplement de Xabi Alonso, et maintenant les deux sont entraîneurs, hein, du côté de l'AS Roma, l'autre entraîneur du Bayer Leverkusen. Ils vont se rencontrer bien sûr pour 2 rencontres, demi-finale aller et retour d'Europa League. Si on fait le bilan, les gars, de ces 2 Coupes d'Europe hier, à l'Europa League et l'Europa Conference League et la Ligue des Champions, donc 5 clubs italiens sont encore représentés en Coupe d'Europe, 5 ouais, donc l'AC Milan, l'Inter en Ligue des Champions, l'AS Roma et la Juve en Europa League, et la Fiorentina en Europa Conference League. Le seul club italien éliminé durant ces quarts de finale, c'est Naples, par un autre club italien qui est l'équipe de Milan. C'est vrai qu'ils ont cartonné encore les clubs italiens en quart de finale. C'est l'année, on va dire, de la Serie A. Voilà, il y a quand même 5 équipes, donc il y a de fortes chances qu'une équipe italienne remporte une des 3 Coupes d'Europe. Et du coup, le nombre de clubs en lice, en demi-finale, donc les clubs italiens, je dis 5, les clubs espagnols 2, le Real et l'équipe de Séville, anglais, donc 2, il y a Manchester City et il y a West Ham, voilà. L'équipe allemande, donc c'est Leverkusen, l'équipe suisse c'est Bâle, et l'équipe néerlandaise c'est AZ Alkmaar. Plus d'équipe française, c'est fini, voilà, comme souvent la France ça déçoit. Équipe belge 0 aussi, équipe portugaise 0 également. Donc voilà, petite info les gars, par rapport à la France, qui vit encore une saison très compliquée, voilà, par rapport à la compétition européenne. Donc pour la première fois depuis 1992, la Belgique a récolté plus de points que la France sur une saison au classement UEFA. Voilà, si on prend tous les clubs belges, tous les clubs français, on regarde tous les points qu'ils ont obtenus cette saison, il y a eu plus de points obtenus par les clubs belges que les clubs français. C'était plus arrivé depuis quasiment, même plus de 30 ans. Donc voilà, pour montrer la triste année des clubs français, c'est une catastrophe les gars. Et on revient les gars sur l'équipe de AZ Alkmaar, où c'est pas du tout une bonne nouvelle que, ils sont qualifiés pour la compétition. Heureusement que les gars de l'AS Roma a fait un retour, que le Feyenoord, s'il y aurait 2 clubs néerlandais, c'était fini pour la France. Bref, la France perdra sa 5e place au coefficient UEFA au profit des Pays-Bas si AZ Alkmaar remporte la Conference League. Donc il faut que l'AZ Alkmaar qui va jouer, je me souviens plus c'est contre qui là l'écart. Bref, il faut qu'ils devront gagner contre West Ham. Ils devront gagner leurs 3 matchs. Voilà, ils devront gagner la demi-finale aller, la demi-finale retour et la finale pour que le championnat néerlandais passe devant la France. Par exemple, même s'ils gagnent la Conference League, mais s'ils gagnent par exemple que 2 matchs, ils peuvent gagner une demi-finale et perdre l'autre. Voilà, ils quand même être qualifiés pour la finale, ils gagnent quand même la finale, ils ne seront pas devant la France. Donc en gros, on va soutenir nous Français, l'équipe de West Ham, en espérant que West Ham batte et surtout élimine cette équipe de AZ Alkmaar. Il ne faut surtout pas qu'ils gagnent cette Conference League. Et c'est quoi la conséquence si bien sûr la France perdait cette 4e place, on va dire, enfin 5e place plutôt, donc une place qui assure une 4e équipe en Ligue des Champions. Donc la saison prochaine, n'oubliez pas qu'il y aura une nouvelle formule en Ligue des Champions. Donc là, les formules là depuis pas mal d'années, c'est 2 équipes françaises, les 2 premiers qui sont qualifiés avec le 3e qui joue les barrages. Donc l'année prochaine, en gros, si on garde cette 5e place parmi les plus gros championnats, donc il y aura 3 équipes françaises directement qualifiées et le 4e jouera les barrages pour jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. C'est pour ça il faut absolument soutenir l'équipe de West Ham les gars, pour cette pour les demi-finales, et surtout voilà, que l'équipe de AZ Alkmaar ne remporte pas cette Europa Conference League. Et la Ligue 1 en Europe, on n'en peut plus. C'est vrai que bonne phase de groupe, ça joue bien. Ensuite, il y a vraiment moyen de faire quelque chose cette année avec les clubs français, peu importe les compétitions. Élimination inattendue comme d'habitude, et on fera mieux l'année prochaine. Voilà, c'est tout le temps la même chose pour les équipes françaises en compétition européenne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas remporté une compétition européenne, même l'Europa League, même la 3e compétition là, l'Europa Conference League, ça fait que 2 ans qu'elle est en place, mais bon voilà, c'est quand même très triste pour le bilan des clubs français. La Ligue des Champions, bon là on est très loin de remporter nous, les clubs français la Ligue des Champions. Donc regardez la Team of the Week les gars, des meilleurs joueurs cette semaine en Ligue des Champions. Rodrigo avec son doublé, Lautaro buteur, passeur D, Leao avec sa passe des magnifiques où il a traversé tout le terrain, bien sûr les dedans, Osnes, De Bruyne, Barella, Ake, Antonio Silva, Di Marco et Courtois, voilà pour être complet sur la meilleure équipe, le 11 on va dire de cette semaine en Ligue des Champions. Et concernant Rodrigo les gars, depuis le début de sa carrière en Ligue des Champions, Rodrigo est impliqué sur un but toutes les 79 minutes
minutes de jeu. Donc 15 buts et 8 passes décisives en 1818 minutes de jeu en Ligue des Champions. Bah voilà, ça fait quasiment les décisifs tous les matchs à peu près. Le joueur Rodrigo, incroyable. On va parler de Manchester City, futur adversaire du Real Madrid en Ligue des Champions. Regardez le programme de Manchester City pour tous les matchs là qu'il leur reste, que ce soit Première Ligue, que ce soit les compétitions encore, Ligue des Champions, je crois qu'ils sont toujours engagés en FA Cup. Hein. Donc voilà, le programme. Donc il y a des gros rendez-vous pour eux. Donc bien sûr, il y a ce match contre Arsenal prévu le 26 avril, dans 5 jours les gars. Il y a ce gros match. Hein. Il y a le double match contre le Real Madrid. Il y a Chelsea aussi qui est prévu fin mai. Donc voilà, gros programme pour cette équipe de City. Et Manchester City les gars, si on revient par rapport à leur demi-finale qui vont jouer contre le Real, et si on revient par rapport à cette demi-finale la saison dernière, n'oubliez pas le 4-3 au match aller les gars. Donc les buteurs, il y avait De Bruyne, Jesus, Phil Foden et Silva contre un doublé de Benzema dont un but sur penalty, un but sur Panenka et Vini Junior. Donc 4-3, le Real avait perdu, mais le Real avait gagné le match retour, une victoire 3-1. Donc à noter qu'à la 90e minute, il y avait toujours 1-0 pour City, seulement 1% de chance de se qualifier pour le Real à l'espace de 4 minutes. Voilà, ça a été la remontada, le comeback, Rodrigo doublé 90, 91 et Benzema 95e minute. Et c'était fini pour Manchester City. On va parler toujours de City les gars, avant-hier leur match contre le Bayern. Regardez cette action quand même où le Bayern, il y avait moyen de marquer là, donc il a tiré après. Regardez l'énorme défense quand même de Manchester City, ils sont tous devant. Après il a pu peut-être la décaler, je sais pas ce qu'ils ont, je crois que c'est peut-être Sané peut-être. Donc il a pu la décaler à Pavard tout à droite avec les crampons orange qui était seul, peut-être ça aurait été la meilleure solution. Bon après voilà, il est là et bien sûr il a bien fait aussi de tirer. On va parler de Mike Maignan à une vitesse de réaction de 0,34 secondes sur le penalty de Kvaratskhelia hier soir. Il était tellement réactif tout simplement, dès qu'il a vu le tir, c'est parti directement et il a déjà réagi. C'est très important bien sûr la réaction aussi pour les gardiens de but. Et toujours avec les gardiens les gars, Mike Maignan fait une énorme saison lui aussi les gars, le gardien André Onana, le gardien camerounais de l'équipe de l'Inter, donc c'est celui qui a eu le plus de sauvetage, en gros 40 sauvetages depuis le début de cette campagne européenne et 6 clean sheets, c'est aussi le plus, donc félicitations à André Onana. Le programme du jour aujourd'hui, il y a du football dans toutes les ligues, en Allemagne, Augsbourg contre Stuttgart, en première ligue Arsenal contre Southampton, premier contre Southampton, je crois que c'est d'être les derniers, c'est dans la lanterne rouge on va dire, donc voilà, Arsenal doit gagner bien sûr, l'Espagnol contre Cadiz, il y a aussi Angers contre le PSG, le PSG joue ce soir. Il y a Vérone Bologne, donc on parlera bien sûr de tous ces résultats demain dans le prochain numéro du Zap Image. On va parler du Bayern les gars, et Thomas Tuchel est le premier entraîneur du Bayern depuis Søren Lerby en 1991 à n'avoir remporté que 2 de ses 6 premiers matchs de compétition. Catastrophe quand même pour cette équipe du Bayern Munich, seulement 2 victoires sur les 6 derniers matchs depuis qu'il a pris cette équipe, et c'est très peu quand même, c'est très pauvre on va dire ce bilan, surtout pour le Bayern Munich qui est réputé quand même pour gagner quasiment tous ses matchs. Et Hassan Salihamidzic à propos de Tourelle, donc c'est le directeur sportif tout simplement du Bayern, il a dit c'est moi qui suis à la base de cette décision du changement d'entraîneur. En gros c'est à lui qui a pris la décision de virer on va dire Nagelsmann pour prendre Thomas Tuchel. Il a dit tout le monde était d'accord, nous l'avons fait dans l'intérêt du club et vous pouvez d'ailleurs constater que les choses sont plus simples désormais, voilà d'après ce qui s'est dit, au vu de notre performance de ce soir contre City. C'est un grand pas en avant qui a été fait malgré l'élimination. Je pense que le nouvel entraîneur fait du très bon travail avec cette équipe. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'était la bonne décision à prendre de virer Nagelsmann pour prendre Thomas Tuchel. Il ne regrette pas du tout, même si on sait que les débuts sont très compliqués, preuve à l'appui. Et Oliver Kahn, les gars, le président du Bayern, pour être menacé en raison des mauvais résultats en Ligue des Champions et des choix du mercato. Les relations tendues avec les supporters et l'absence de recrutement d'un buteur pèsent sur son avenir. C'est vrai que tu le sens là que le Bayern, quand même, ils ont perdu Lewandowski et ça sent à niveau but, tout ça, que c'est un peu plus compliqué cette saison pour inscrire des buts côté Bayern Munich. On va parler de Bouna Sarr les gars, l'ancien Marseillais, genre de 31 ans, n'a pas joué la moindre minute cette saison avec le Bayern, aucune minute jouée pour Bouna Sarr. Il prend pourtant régulièrement place sur le banc, il est toujours appelé dans le groupe mais il ne joue jamais. Donc qu'est-ce que ça va être frustrant, un club de Ligue 1 pourrait le relancer cet été, qu'en pensez-vous? Peut-être, c'est vrai que ça sent le départ quand même pour le défenseur sénégalais. On va parler de Zinedine Zidane les gars, et d'après le journal L'Équipe, Zidane est la priorité du PSG pour succéder à Christophe Galtier. On sait que Galtier, voilà, il va sauter en fin de saison.
et Zidane reste le choix numéro 1 pour QSI pour prendre le banc parisien. Donc les dirigeants qatariens estiment qu'ils ont une vraie chance de le recruter maintenant que Deschamps a été prolongé avec les Bleus. C'est vrai que l'été dernier, le PSG était aussi sur Zidane, mais Zidane n'avait pas voulu venir parce que ce qui s'avait été dit, la conclusion, c'est parce qu'il attendait l'équipe de France, vu qu'il y avait la Coupe du Monde après, donc il attendait de prendre la succession de Deschamps. Mais vu que Deschamps a prolongé, du coup, là, vu qu'il n'y a plus de Coupe du Monde, tout ça, voilà, Zidane peut peut-être venir du côté du PSG, enfin c'est ce qui se dit. Donc on verra les gars, et si c'est pas Zidane, des autres noms circulent. Au PSG, le chantier de la succession de Galtier est ouvert, alors que sans surprise, l'avenir de Galtier est scellé. Les dirigeants parisiens vont se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Le rêve Zidane existe toujours, mais bon, il y a Zidane, il y a Mourinho, Mota aussi, qui sont des noms qui circulent du côté, ou même Gallardo, l'ancien coach de l'équipe de River Plate, qui est aussi une piste, on va dire, pour prendre le banc parisien. Et concernant Christophe Galtier, n'oubliez pas que le PSG joue ce soir contre Angers. Il est en conférence de presse hier. Il a dit: est-ce que je suis persuadé de rester au PSG? En tout cas, je me projette en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Pour lui, dans sa tête, il a un contrat de 2 ans du côté du PSG. Pour lui, l'année prochaine, il sera encore entraîneur du PSG, même si on pense tous, bien sûr, qu'il se fera licencier à la fin de la saison. Toujours avec Galtier sur Vitinha avant le match de ce soir. On a besoin que nos milieux se projettent beaucoup plus comme il l'a fait. Il revient en forme. N'oubliez pas que le match contre Lens, il était buteur. Magnifique but en plus. Son premier but du côté du PSG, aussi passeur des Vitinha. Et voilà, donc ce sera un joueur qui mettra certainement titulaire pour le match ce soir. Et donne des nouvelles aussi d'Hugo Ekitike, qui floppe totalement du côté de Paris. Hugo travaille de manière précise, il travaille même plus que d'autres joueurs. Actuellement, il n'a pas de temps de jeu. Il y a aussi l'architecture de l'équipe qui fait que l'effectif est affaibli, et pour garder un certain équilibre, il est confronté à une très grande concurrence avec la présence de Kylian et de Lionel qui sont très performants. On va voir ce qu'il va se passer sur les matchs qui arrivent. Il n'y a pas de problème entre Hugo et moi. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, ça tourne au flop. Hugo Ekitike est peut-être la meilleure décision pour le PSG, c'est tout simplement soit de le vendre ou soit de le prêter. Je pense, ou prêter après avec sans option d'achat. Je pense que c'est la meilleure solution pour toutes les parties. Concernant toujours ce match ce soir avec le PSG, donc Serif Naga, 17 ans, fait sa première apparition dans le groupe professionnel du PSG. Il est dans le groupe ce soir des joueurs parisiens. Ce jeune joueur de 17 ans, il s'agit d'un arrière-gauche portugais qui est arrivé cet hiver au PSG. Donc voilà, on pourrait peut-être le voir jouer la fin de match, on ne sait pas, le jeune Naga. Toujours avec le PSG, on va parler de Renato Sanchez qui n'a joué que 537 minutes avec le PSG sur les 2790 possibles cette saison en Ligue 1. Le Portugais a enchaîné les blessures, il a inscrit 2 buts et n'a pas fait de passe décisive. Saison très très compliquée à cause des blessures pour Renato Sanchez. Beaucoup blessé cette saison. Jérôme Roten, il a dit: je pense que ce n'est pas Neymar qui doit partir en priorité du PSG. Il a dit: il faut couper la tête à certains. Un Verratti par exemple, ou comme Messi en fin de contrat, qui ne doit pas être prolongé, ou Ramos en fin de contrat aussi. Donc voilà pour Roten les gars, c'est pas Neymar qu'il faut vraiment virer du côté du PSG, c'est plutôt des joueurs comme Verratti, comme Ramos ou comme Léo Messi. Et en parlant de Messi, on sait qu'il va quitter certainement le PSG. Et le Barça et la Liga travaillent sur un plan viable pour le retour de Léo Messi en Catalogne. Ça devrait se faire. Pour l'instant, il est sous contrat encore avec le PSG jusqu'au 30 juin. Pour l'instant, il n'a rien prolongé, on ne le voit pas du tout prolongé. C'est l'aventure parisienne, et devrait bien retourner du côté du Barça. Et d'après Gérard Romero, qui est un journaliste espagnol qui suit énormément les infos concernant le Barça, il a dit la probabilité d'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone est de 80%, 8 chances sur 10 quand même de revoir Messi porter le maillot du Barça saison prochaine. Et Messi, back Messi, la story de Luis Suarez, regardez, c'est ce qu'il a mis sur sa story Instagram. Il a mis une photo de lui avec le maillot du Barça, avec Léo Messi. Il a mis back, en gros retour Messi du côté de Barcelone. Donc on verra bien sûr. Mais pas que Suarez, c'est un grand copain avec Léo Messi. On va parler de la Juventus Turin, et très très bonne nouvelle pour la Juventus Turin, parce que là c'est vraiment une magnifique bonne nouvelle pour eux. Officiel, la Juventus obtient la suspension de sa pénalité de 15 points en championnat. Donc les Bianconeri passent de la 7e position à la 3e place du championnat de Serie A. Donc au lendemain de l'audition de la Juve, le comité olympique italien a annoncé ce jeudi la suspension du retrait de 15 points. Du coup ils récupèrent leurs 15 points qu'ils avaient perdu, cette équipe de la Juve, et ça change totalement la donne pour cette équipe de la Juve avec plus 15 points. Donc eux qui étaient 7e avec 15 points en plus, ils montent sur le podium, ils montent à la 3e place de cette Serie A derrière la Lazio et bien sûr Naples. Ils ne vont pas gagner le championnat, et bien sûr pour l'instant ils sont dans le top 4 de cette Serie A, avec une place bien sûr en Ligue des Champions saison prochaine. Ils peuvent en plus aussi se qualifier en Ligue des Champions grâce à l'Europa League, vu qu'ils sont en demi-finale. Donc voilà, magnifique nouvelle pour la Juventus Turin. On va parler de Milan Skriniar, a subi une opération du rachis lombaire et sera indisponible pour 3 mois. Voilà le défenseur de l'Inter, peut-être futur défenseur du PSG, 3 mois d'indisponibilité pour lui. Donc
Donc en gros, il ne jouera plus du côté de l'Inter, bien sûr, s'il venait à quitter le club en fin de saison. Matteo Guendouzi est considéré comme la grosse vente de l'été par l'Olympique de Marseille. Aston Villa, West Ham sont prêts à se batailler pour l'acheter récemment. Newcastle est aussi venu pour prendre la température. D'autres clubs italiens le suivent également. Une chose qui est sûre, il va quitter cette équipe de l'OM. Matteo Guendouzi, il est sur le départ et il aurait des pistes du côté de l'Angleterre. Toujours avec l'OM, a approché Evan Ndika, mais ses exigences salariales et sa prime à la signature refroidissent le club. Il est en fin de contrat avec l'équipe de Francfort. L'OM était intéressé, mais en gros il demande trop d'argent, tout ça, trop d'argent si on prime à la signature, et ça va pas être possible pour l'OM. Toujours avec l'OM, s'intéresse à Alban Lafont et Ludovic Blas, voilà, deux belles recrues, bien sûr ça venait arriver du côté de Marseille, surtout Ludovic Blas qui est un magnifique joueur du côté du FC Nantes. Toujours avec Marseille, est intéressé aussi par Denis Zakaria, prêté par la Juventus à Chelsea. C'est l'une des priorités de Pablo Longoria, avec un autre milieu expérimenté dont le nom n'a pas filtré. Les bonnes relations entre la Juve et l'OM pourraient aider à faciliter l'opération. Donc voilà. Les gars, Zakaria, joueur actuel de la Juve qui joue peu, comme du côté de la Juventus, prêté à Chelsea, pourrait, pourquoi pas, débarquer du côté de l'OM. Toujours avec l'OM, les gars, pas mal d'infos concernant l'équipe marseillaise. Jonathan Klaus, les gars, un an après son arrivée de Lens à Marseille, mais il pourrait déjà envisager un départ. Une offre supérieure à 10 millions d'euros d'un grand club européen pourrait faire réfléchir toutes les parties. Je me souviens que là, lors du dernier mercato hivernal, c'est l'Atlético Madrid qui était intéressé. Donc voilà, il pourrait peut-être quitter le club pour aller peut-être à l'Atlético ou une autre équipe. Mais il serait sur le départ, Jonathan Klaus. Luis Campos réfléchirait à faire revenir Xavi Simons cet été, annonce le journal Le Parisien. Néanmoins, problème apparaît. Le Néerlandais affectionne le poste d'avant-gauche, place à laquelle Mbappé et Neymar évoluent déjà. Et bien sûr, s'il y a déjà Mbappé et Neymar à ce poste d'ailier gauche, et si c'est ce poste qu'il veut jouer du côté du PSG, ça sera compliqué pour lui d'évoluer. Donc voilà, c'est bien sûr, ça sera compliqué pour le retour de Xavi Simons, comme j'ai dit, qui fête aujourd'hui ses 20 ans. C'est quand même fou de se dire qu'un joueur comme Marcus Thuram, 25 ans, sera en fin de contrat en juin prochain, c'est officiel, il va quitter son équipe, ça a été annoncé par le directeur sportif de Gladbach. Donc il a inscrit 16 buts et donné 6 passes dès cette saison avec Gladbach. Donc quel club idéal serait le mieux pour lui? On verra, les gars. Je sais que j'ai entendu un coup le Barça, j'ai entendu Chelsea aussi qui est intéressé. On verra, ça sera quoi le futur de Marcus Thuram. Le Real Madrid a exprimé son intérêt pour Rasmus Højlund, les gars, joueur danois. Il devrait quitter l'Atalanta Bergame, soit pour aller au Real ou peut-être une autre équipe. Donc il a seulement 20 ans, ce jeune Rasmus Højlund, qui est actuellement le meilleur buteur des éliminatoires de l'Euro. Il a marqué 5 buts en 2 matchs avec le Danemark. Luka Modric devrait prolonger au Real Madrid jusqu'en 2024. L'argent n'a jamais été une priorité pour le Croate. Tout ce qu'il souhaite, c'est prendre sa retraite à Madrid. Il avait des pistes du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de Al Nasser. Il veut pas, les gars, lui il veut rester du côté du Real Madrid, même finir sa carrière du côté du club madrilène. Chelsea a bien contacté Maurizio Pochettino ces derniers jours. Nagelsmann reste le favori pour prendre le poste de Chelsea. Après voilà, ça peut être aussi Pochettino qui peut être aussi une option, toujours avec les coachs, les gars. Paulo Fonseca est un remplaçant potentiel de David Moyes à West Ham. Bien que le Portugais ait démenti des envies de départ, il pourrait être tenté par une proposition des Hammers, cette équipe de West Ham qui floppe en première ligue mais qui réussit, on va dire, du côté de la Coupe d'Europe avec une demi-finale. Joaquin, les gars, je dis hier qu'il avait pris sa retraite, qu'il allait prendre sa retraite à 40 ans en fin de saison. Il a dit: je me rappelle encore quand j'ai appelé mon père et je lui ai dit: papa, j'ai réussi, je suis joueur de la meilleure équipe du monde, le Real Betis. Quand il est au tout début de sa carrière, il a commencé en 2000, les gars, sa carrière, on est comme en 2023, plus de 23 ans du côté du Betis Séville. Il arrêtera sa carrière en fin de saison. Et lui aussi, les gars, c'est Mikel Balanziaga, 35 ans, prendra sa retraite en fin de saison également. Donc lui, c'est un joueur de Bilbao, les gars. Après 12 saisons et 321 apparitions à Bilbao, il a annoncé aujourd'hui sa décision aux coéquipiers et au staff de prendre sa retraite en fin de saison. Wesley Schneider, les gars, tacle Enzo Fernandez. Donc si j'étais le propriétaire du club présent en tribune et que je voyais Gallagher faire un sprint pendant que mon joueur a 100 millions d'euros ne court pas, alors oui, je serai en colère. Je ne pense pas non plus que ce soit un grand footballeur. De grandes choses ont été dites pour ce qu'il a fait pour Lionel Messi lors de la Coupe du Monde. Je pensais qu'il le ferait aussi à Chelsea, mais il est clair qu'il est loin de ça, loin du rendement qu'il a avec par exemple l'Argentine. Et c'est vrai que peut-être plus de 100 millions d'euros, je crois même il a été transféré pour plus de 130. Enzo Fernandez, pour l'instant, au vu des matchs qu'il a montré depuis son arrivée, quand même plus de 10 matchs, c'est quand même plutôt moyen, bien sûr, ses performances. Lui aussi, les gars, depuis qu'il est arrivé à Chelsea, prêt payant, Chelsea a payé 11 millions d'euros pour l'avoir en prêt jusqu'à la fin de la saison. C'est Félix, les gars, et depuis son arrivée à Chelsea, Félix ne compte que 2 buts en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Là aussi, le bilan est très très
peu, hein, très pauvre on va dire, hein, pour Félix seulement 2 buts en 15 matchs, hein. C'est pas assez. Tiens, toujours avec Chelsea les gars qui affrontera l'équipe de West Ham lors d'un match amical de pré-saison le 19 juillet prochain au Kenan Stadium en Caroline du Nord lors de la pré-saison. Donc ça sera dans ce stade les gars, dans ce stade du football américain en gros, que Chelsea jouera un match de préparation pour préparer la saison prochaine. Le pape François a reçu un cadeau, le maillot de Lisandro Martinez, le défenseur argentin qui a manqué beaucoup hier avec l'équipe de Manchester United. N'oubliez pas qu'il est blessé jusqu'à la fin de la saison, mais il a offert son maillot au pape François. On va parler, on finit les gars cet épisode avec 2 questions. Tout d'abord, estimez la valeur qu'aurait eu Zinedine Zidane à son prime sur le marché des transferts actuels, hein. Zizou, donc 1m85, double nationalité française, algérienne, donc milieu de terrain, milieu offensif, hein. Donc voilà, si par exemple il venait de transférer, j'en sais rien, il joue au Real, il partait, je sais rien, à la Juventus, combien coûterait actuellement un Zidane prime, on va dire, dans ce marché actuel du mercato cab par rapport aux valeurs avant qui étaient bien plus inférieures qu'au marché maintenant, peut-être je sais pas 130 140 millions d'euros. Un Zidane bien sûr prime serait vendu à l'heure actuelle, hein. Et on finit les gars cet épisode avec l'OM. Tiens, quel est le meilleur logo de l'histoire de l'Olympique de Marseille? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour vous, lequel vous trouvez le plus beau tout simplement. Donc moi je partirais sur celui de 3 ans, donc de 90 à 93, voilà, donc, le logo en bas à gauche, hein, pour moi c'est ça a été le plus beau logo de l'Olympique de Marseille. Voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, bien évidemment. L'After Zap Image, n'oubliez pas, c'est en première ligne de description. Et sur cette chaîne, ça sera demain matin les gars pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.